Bonjour, chers collègues, chers ambassadeurs, représentants adjoints, membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, représentants spéciaux des Nations Unies, chefs de la Direction générale des droits humains et de l'État de droit, chers invités, et chers Julian et Gianluca, j'ai l'honneur de vous accueillir à Strasbourg en ma qualité de vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Permettez-moi d'abord de vous dire que nous allons avoir un message vidéo aujourd'hui. Nous remercions nos invités pour leur intérêt. L'interprétation sera disponible en français et en anglais tout au long de cette conférence. Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance aux interprètes et aux techniciens qui permettent cet échange de vues aujourd'hui. Et permettez-moi d'abord de vous demander de bien vouloir marquer une minute de silence pour le pape François qui, comme vous le savez, est décédé lundi dernier. C'est un défenseur bien connu des droits des migrants. Je vous en prie, une minute de silence. Au mois d'octobre de l'année dernière, l'Assemblée a adopté une résolution sur la manière d'élucider le sort des migrants disparus. C'est une étape importante qui marque la reconnaissance par l'Assemblée parlementaire de cette tragédie des migrants disparus et le rôle du Conseil de l'Europe pour traiter cette question. Cette résolution reconnaît l'importance de la coopération internationale conformément à l'objectif numéro 8 du pacte mondial pour une migration sûre et régulière. En octobre de l'année dernière, l'Assemblée s'est alignée sur les commentaires de la Commission africaine pour les droits de l'homme et des peuples en 2021 et avec la Commission interaméricaine des droits humains en 2019. Le Conseil de l'Europe doit rejoindre l'élan international sur ce sujet. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent pendant leur voyage migratoire. Cette réalité des personnes qui disparaissent revêt de nombreuses facettes et ne peut pas être traitée par le biais d'une seule ligne politique. Cette exigence d'action publique est tout à fait réelle. Que peuvent faire le Conseil de l'Europe et les parlementaires pour répondre à cette réalité? Notre conférence d'aujourd'hui et de demain nous permettra de mieux connaître ce phénomène et d'en débattre. Nous parlons ici de corps que l'on retrouve. Nous parlons d'instituts de médecine légale qui ont besoin de dons adressés au Comité international de la Croix-Rouge pour identifier des corps et pour pouvoir les conserver dans les morgues. Nous parlons de morts qui peuvent résulter de crimes ou non. On parle de la gestion de corps et de l'enterrement de ces corps. Il s'agit d'informer les familles pour que ces familles puissent faire leur deuil et parfois faire un voyage depuis l'étranger pour rendre un dernier hommage à leurs proches. Nous parlons de familles ou d'amis qui cherchent leurs disparus et qui parfois n'ont jamais de réponse. Nous parlons ici de personnes qui sont confrontées à la perte et au deuil. Nous parlons de leur dignité. Nous parlons de droits humains.
Votre présence ici aujourd'hui est un exemple concret du nombre de parties prenantes qui doivent se réunir pour parler de cette question des migrants disparus. Et je suis tout à fait émue de voir la présence parmi nous aujourd'hui d'associations de familles de migrants disparus. Je me réjouis de cette occasion de pouvoir leur parler et de les entendre. Votre présence ici est très importante. Chers collègues, un dialogue structuré entre les différentes parties prenantes s'impose avec urgence, que ce soit des parties prenantes étatiques ou non. Je suis sûre que cette conférence nous aidera à identifier des manières de mettre en place ce dialogue. Le Conseil de l'Europe peut jouer un rôle dans cet effort collectif. La résolution adoptée au mois d'octobre ne doit pas rester sans suivi. Cette situation est trop grave pour que ce texte ne soit qu'une lettre morte rangée dans un tiroir. J'insiste, en tant qu'organisation normative, le Conseil de l'Europe dispose déjà d'une boîte à outils, c'est-à-dire les recommandations adoptées par le Comité des ministres, mais aussi les conventions signées par les États. Il reste fort à faire, mais nous avons déjà de nombreux outils à notre disposition. Ce qu'il nous faut, c'est un leadership politique pour pouvoir les utiliser. En tant que parlementaires, nous pouvons contribuer à cela. La coopération transfrontalière est essentielle si nous voulons réaliser des progrès, et je salue la présence ici parmi nous de nombreuses délégations des autorités nationales. Des points de contact sur les migrants disparus sont une composante essentielle de la coopération entre ministères à l'intérieur des pays, mais aussi en Europe et au-delà. Les pays européens ne sont pas les seuls à être frappés par cette réalité tragique. Je suis reconnaissant à nos invités du Maroc, de l'Argentine et aussi du Sénégal qui se sont joints à nous aujourd'hui. Et nous parlons ici d'un phénomène qui revêt beaucoup d'urgence. C'est un phénomène mondial et qui exige aussi une réponse mondiale. Chers collègues, je suis membre de l'Assemblée parlementaire depuis un certain temps déjà. Et au long de ces années, je peux témoigner du fait que c'est un thème qui a donné lieu à différentes recommandations adoptées par l'Assemblée. Et il y en a donc un certain nombre, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons aussi pouvoir construire des passerelles entre Strasbourg et nos parlements nationaux. Chers invités, les familles ne peuvent pas renoncer à rechercher des informations sur le sort de leurs disparus. Et nous en avons de nombreux exemples, notamment dans mon propre pays, l'Espagne. Ces disparitions peuvent être empêchées. Et je ne saurais ouvrir cette conférence sans souligner le besoin essentiel de prévenir les disparitions avec des routes légales pour la migration. La résolution 2559 est un texte très puissant. Et je voudrais remercier Julian Palke qui a compris quel était le rôle que devait jouer notre organisation et nos parlementaires. La question des migrants disparus est une question d'intérêt public. Les institutions nationales doivent également agir. Je tiens encore une fois à vous remercier d'être venus jusqu'à Strasbourg. Certains d'entre vous avaient fait un long voyage et je suis sûre que cette conférence jettera les bases de mesures concrètes. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'y participer et je nous souhaite à tous des échanges fructueux. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Monsieur Esposito. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, parlementaire, Monsieur Palke, rapporteur spécial des Nations Unies, chers collègues. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi pour débattre de ce dont on vient de dire et décrit de manière très éloquente. Il s'agit d'une question de politique publique. La mer Méditerranée a pris le nom de plus grand cimetière sur les rivages de l'Europe. Le projet Migrants disparus de l'OIM a estimé qu'en 2024, plus de 30 000 migrants sont décédés ou disparus dans la mer Méditerranée et plus de 1000
sur d'autres itinéraires en Europe continentale. De nombreuses stratégies ont eu lieu lorsque des navires ont sombré au large de Lampedusa, une île que je connais bien. J'y ai passé beaucoup de temps lorsque j'étais enfant sur cette île magnifique. La quasi-totalité de ces personnes ont payé des passeurs des sommes considérables et ont enduré une violence avant leur décès. Les statistiques sont édifiantes, mais il ne faut pas oublier que derrière les chiffres, il existe des tragédies humaines. C'est la raison pour laquelle je salue chaleureusement l'initiative de la Commission des migrations, réfugiés et des personnes déplacées de la PCE et son rapporteur, M. Palke, d'avoir organisé cette conférence à Strasbourg aujourd'hui et demain. Nous rassemblons des experts, des décideurs politiques, et ce sera une dynamique qui mènera à des stratégies effectives et actions pour gérer cette question des migrants disparus. Je salue les efforts humanitaires poursuivis par de nombreuses ONG ainsi que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sur le terrain. Des opérations de sauvetage bénévoles sur le terrain sont effectuées par de nombreuses ONG telles que celle de M. Palke. Il y a des organisations humanitaires dont on doit chanter les louanges car ils aident les migrants irréguliers et travaillent pour empêcher que des migrants disparaissent ou décèdent lors de leur périple funeste pour atteindre l'Europe. Un des défis majeurs pour retrouver les migrants disparus est lié à la question de la compétence. Qui est compétent pour enquêter sur les personnes disparues? Et même lorsque la compétence est identifiée, est-ce que les procureurs ont la capacité juridique et pratique d'agir? En outre, même si cela paraît légaliste pour certains, j'insiste toujours, je fais le distinguo entre la traite des êtres humains et le trafic de migrants qui sont employés l'un pour l'autre très souvent dans le discours public. Le dernier, la traite des êtres humains, englobe une forme d'exploitation des victimes qui est parfois présente, mais pas toujours quand on parle de trafic de migrants. Les deux phénomènes sont différents sur le plan juridique et il existe parfois des chevauchements. C'est souvent le cas lorsque nous parlons de migrants disparus. Les migrants disparaissent pour de nombreuses raisons. Très souvent, ils décèdent, mais lorsqu'ils ne décèdent pas, ils sont parfois absorbés dans des groupes de criminalité organisée qui exploitent leur vulnérabilité à leur propre avantage. Et pour gérer le phénomène des migrants disparus, la coopération internationale est clé. Cela a déjà été dit, aucun pays ne peut gérer la problématique seul. Il faut aller bien au-delà de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le Conseil de l'Europe a un rôle à jouer. Pour que la coopération internationale fonctionne effectivement, la législation nationale doit être compatible et permettre et non pas entraver cette coopération. Comme le vice-président l'a déjà dit, nous avons déjà un ensemble d'outils dans notre boîte à outils. Je vais mentionner des éléments du point de vue du comité des ministres au niveau intergouvernemental. Je mentionnerai le réseau des procureurs sur le trafic de migrants, le réseau de points focaux, la plateforme de partage d'informations, la définition que nous avons maintenant de pays tiers sûrs et un guide des praticiens sur la détention administrative et puis la Banque de développement du Conseil de l'Europe qui agit dans le domaine du logement, de la santé et scolaire. Et ce qui est important, vous l'avez dit, il faut passer des mots à l'action. Et je suis ravi que le comité des ministres a suivi l'instruction en quelque sorte de l'Assemblée parlementaire et a décidé de rédiger un texte juridique pour lutter contre le trafic de migrants. Nous allons commencer à travailler très bientôt sur ce texte qui englobera des mesures avec une législation pénale plus cohérente dans les États, des outils d'investigation plus effectifs et puis des actions pour protéger les victimes et garantir une coopération internationale plus rapide. Et à la lumière de cet événement et du travail de l'Assemblée parlementaire et de son rapporteur, si cette question des migrants disparus ne devrait pas être incluse dans ce texte important et traiter des défis auxquels sont confrontés les pays, en commençant avec la question de la compétence et de l'action du procureur.
Bien sûr que ce sera aux États membres de décider, et non pas à moi, mais nous allons considérer cette question avec beaucoup d'attention, car après tout, ce que nous souhaitons, c'est permettre aux autorités nationales d'être mieux équipées afin d'identifier ces migrants disparus. Et ce texte, à l'avenir, pourrait être une des manières d'atteindre notre objectif. Monsieur le Président, je m'arrêterai là. J'aimerais vous remercier, l'Assemblée parlementaire également, pour cette initiative importante, et je vous souhaite un plein succès lors de cet événement. Okay, now give the floor to Julian. Je donne la parole à Julian Palka. Donc, le rédacteur de ce rapport si important au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Julian Palka, c'est à vous. Merci beaucoup, cher vice-président de l'Assemblée parlementaire, vos excellences, chers rapporteurs spéciaux, représentants des ministères, proches du diaspora. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier d'être venus de toutes les régions de l'Europe et souvent bien au-delà. Cela m'importe beaucoup, mais ce qui est plus important, c'est une reconnaissance de la dignité de personnes qui se déplacent, une reconnaissance de la dignité des défunts et, je l'espère, un petit morceau du puzzle qui fera que ceux qui sont décédés, ils ne seront pas oubliés. Ils ne seront pas oubliés, il faut que chaque être soit identifié. Avant de devenir membre du Parlement allemand, avec beaucoup d'autres, j'ai essayé de sauver des gens de la noyade en Méditerranée. Nous étions à bord des vaisseaux, des bateaux en Méditerranée. Un jour, nous avons récupéré le corps d'une femme perdue en mer depuis plusieurs jours. En dépit de nos efforts, nous n'avons pas pu récupérer les restes de son corps. Son corps était en train de se décomposer. Nous avons attendu des heures en espérant qu'un bateau plus grand arriverait avec un équipement approprié. On a travaillé pour rendre honneur à sa dignité afin qu'elle ne disparaisse pas sans trace, afin que ses proches aient la possibilité de savoir son sort. Plus de 30 000 personnes sont disparues en Méditerranée seule cette dernière décennie et ce chiffre ne comprend même pas les décès le long des routes terrestres ou le long des frontières. Nous avons besoin de l'engagement de la société civile et des ONG pour combler cette lacune, non seulement pour des opérations de sauvetage, mais pour récupérer et identifier les corps après un incident. Mais afin de déterminer l'identité d'une personne, leur origine, qui sont leurs proches, nous avons besoin d'enquêtes menées par les autorités. Le travail de médecins légistes, des enquêtes menées par des procureurs, et oui, la coopération entre forces de police. Mais nous avons besoin également de la compilation de cas dans une base de données et l'engagement des ONG sur le terrain pour clarifier le sort des personnes portées disparues. En écrivant ce rapport et ces recommandations, j'ai pu voir en Grèce à quoi pourrait ressembler une telle pratique. Après le désastre de Pylos, les corps récupérés ont été identifiés par la police grecque et même si beaucoup de corps n'ont pas été récupérés, c'est un début. Et cela représente un exemple sans précédent. La Grèce a recherché le contact avec les ambassades des pays d'origine et a marqué les lieux de sépulture des personnes concernées. C'est un des meilleurs exemples dans le contexte de la migration aujourd'hui. Mais cela montre également ce qui nous manque, ce n'est pas les capacités techniques ou même les connaissances, comment procéder à une identification réussie. Ce qu'il nous faut surtout, c'est une volonté collective. Une volonté collective de la part de tous les États membres du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi, aujourd'hui et demain, lors de cette conférence, nous allons nous pencher sur 4 thèmes fort complexes.
D'abord, après des catastrophes majeures, on a besoin de ressources, qu'il s'agisse de médecins légistes, de conteneurs réfrigérés, un personnel qualifié. Aucun État ne doit être laissé seul avec ces problèmes. Et si les ressources se trouvent ailleurs, dans un autre pays, il faudrait envisager de les partager dans une situation d'urgence. Deuxièmement, l'identification est certes importante, mais ce n'est qu'un aspect. Les familles ont besoin de certitude. Après, quelquefois, des années d'incertitude, des parents, des proches doivent savoir le sort des personnes qu'ils ont aimées pour faire le deuil. Mais pour cela, ils ont besoin d'un point de contact, une institution dans laquelle avoir confiance. Et des parents et proches doivent avoir la possibilité de se rendre dans le pays où les dépouilles mortelles sont situées et même procéder à une dernière identification. Mais cela veut dire que les États de l'ONU, par exemple, doivent faciliter l'obtention de visas. C'est uniquement de cette façon que nous pouvons permettre aux familles de tourner une page et, on l'espère, trouver un peu de paix. Troisièmement, j'ai eu l'honneur de rencontrer des organisations et individus dévoués comme Pavlos Pavlidis, médecin légiste en Grèce. Il identifie des personnes qui sont décédées en Grèce. Il collecte des données, l'ADN, des images. Je me trouvais assis devant beaucoup de petites boîtes remplies d'objets, d'effets personnels, et il garde chaque objet dans des petits sachets étiquetés dans ces boîtes, puisque cela peut aider à déterminer l'identité de quelqu'un à l'avenir. Mais ces données doivent être collectées et recueillies dans un endroit centralisé. Donc, pour cela, il faut savoir à quoi doit ressembler une telle base de données, avec le plein respect des droits des personnes concernées, mais suffisamment fonctionnel pour permettre l'identification, même à distance. Quatrièmement, les États-nations peuvent déjà recourir à un réseau. Beaucoup d'États membres ont déjà établi des focal points, des points de contact au sein de leur ministère. Il faudrait que cela puisse devenir un réseau conformément au processus de Rabat, au sein duquel beaucoup des questions dont on va parler aujourd'hui et demain seront abordées et où, on l'espère, en tout cas, des solutions durables sont établies. Nous voulons encourager tous les États membres à nommer de tels points de contact et devenir des membres actifs de ce réseau. Aucun État ne doit être laissé seul. Il faut faire respecter des valeurs européennes partout. Ce sont des valeurs qui nous unissent en tant qu'Européens. Chers participants, je suis profondément honorée par votre présence. Une telle conférence ne serait bien sûr pas possible sans l'aide d'autres. Le ministère des Affaires étrangères en Allemagne, qui a contribué au financement. Il y a beaucoup d'organisations qui ont émis des commentaires sur le rapport, des organisations, des individus qui travaillent dans ce domaine pendant des années ou des décennies et qui ont accumulé une vaste expérience. Et il ne faut pas non plus oublier le secrétaire du Conseil de l'Europe, parce que nous sommes tous motivés par un idéal qui l'emporte sur tout le reste. Un idéal qu'incarne le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où la dignité humaine est comprise comme une notion qui s'applique même au-delà de la mort. Bonjour à toutes et à tous, chères participantes et participants. Chers collègues, j'ai l'honneur d'introduire cette session en tant que vice-président de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. Le rapport réalisé par Julian Pahlke, mon collègue député allemand, a été l'occasion pour notre commission d'entendre de nombreux témoignages de personnes concernées, victimes de ces tragédies et impliquées dans la recherche d'un signe de vie ou d'une forme d'identification. Ces auditions ont été fondamentales pour nous, parlementaires, afin de mieux appréhender les diverses questions et divers défis que convoque ce sujet et quelle peut être
notre rôle dans l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques pour prévenir et gérer les cas, tragiquement nombreux, cela a été dit précédemment, des personnes migrantes disparues. C'est aussi le sens des visites parlementaires organisées par la Commission des migrations dans ce que nous avons appelé les points de congestion. À Calais, en octobre 2023, délégation dont j'ai eu l'honneur de faire partie, et à Lampedusa en septembre 2024. Chaque visite a été l'occasion d'échanger avec les autorités publiques en charge de la gestion des ports, les autorités préfectorales, avec des associations également, des avocats et des personnes migrantes. C'est là tout le sens de notre travail à la Commission et de cette conférence aujourd'hui. Échanger avec celles et ceux qui savent, qu'il s'agisse d'autorités publiques, d'associations, d'instances judiciaires ou d'organes internationaux, est essentiel pour identifier les axes de travail qui peuvent être les nôtres au service du respect de l'état de droit, des droits fondamentaux et de l'action publique qui peut être mise en place dans nos juridictions et nos États. Le sujet est complexe, technique et par certains aspects profondément politique au sens quasiment philosophique du terme également, car enfin, c'est bien de dignité dont il s'agit, celle des familles en recherche d'informations, celle des personnes dont les corps sont retrouvés, cet impératif de dignité qui mobilise les professionnels et les individus. Les engagements internationaux pour soutenir cet impératif sont nombreux et je salue ici la présence de nos intervenants à ce panel et les en remercie chaleureusement. Monsieur Jehad Mahdi, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, qui travaille en ce moment à la rédaction d'un rapport qui porte précisément sur le phénomène des personnes migrantes disparues. Après une carrière de diplomate, M. Mahdi a été membre de plusieurs comités des Nations Unies, y compris le Comité des droits des travailleurs migrants. Entre 2011 et 2023, il a été membre du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, avec une attention particulière portée à la situation et aux droits des enfants migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Bienvenue, M. Mahdi. Nous accueillons également Mme Julia Black, chargée de projet Missing Migrants de l'Organisation internationale pour les migrations, un projet qu'elle coordonne depuis une dizaine d'années depuis le centre de données de l'OIM à Berlin. À travers le projet Missing Migrants, Mme Black et son équipe ont grandement contribué à la visibilité du phénomène des personnes migrantes disparues en Europe et dans le monde. Bienvenue, Mme Black. Il était fondamental que nous puissions donner la parole aux familles de disparus et nous avons l'honneur d'accueillir le président du comité du 3 octobre, M. Tarek Bran, une organisation fondée à la suite du terrible naufrage du 3 octobre 2013 au large de Lampedusa, où 368 personnes ont péri. Originaire d'Érythrée, M. Bran vit en Italie depuis 2005 et a dédié une grande partie de ces dernières années à soutenir les personnes migrantes et les familles de disparus. La voix du comité du 3 octobre est importante et nous sommes heureux de vous compter parmi nous ainsi que les autres associations de défense des familles de disparus qui sont présentes aujourd'hui. Bienvenue à vous. Et enfin, M. Florian von Koenig, chargé du plaidoyer au niveau international de l'Agence centrale de recherche des personnes disparues du CICR. M. von Koenig a travaillé en tant que conseiller politique au service de nombreuses missions des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'OSCE et de l'Union européenne. Alors je propose, pour commencer, de laisser la parole dans un premier temps à M. Mahdi et Mme Black, puis de prendre quelques questions entre ces deux interventions et de poursuivre ensuite avec les interventions de M. Bran et M. von Koenig. M. Mahdi, c'est à vous. Thank you very much, Mr. Fernandez. Merci beaucoup, Monsieur Fernandez, pour cette introduction. Mesdames et messieurs, collègues, membres du panel, permettez-moi de remercier la secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire pour cette invitation à participer à cette conférence importante et qui vient à point de nommer. Élucider le sort de migrants disparus en Europe et au-delà ne devrait pas être une priorité pour nous seulement, mais pour les États, il s'agit
en réalité d'une obligation internationale. Le fait d'ignorer leur sort est une atteinte aux droits humains des migrants disparus et qui a un impact direct sur le droit à la vérité des membres de leur famille en raison d'une absence d'enquête et d'identification de ces migrants disparus. Avant d'entrer dans le sujet des disparitions dans le cadre de la migration et la question de savoir comment traiter ces défis, j'aimerais attirer l'attention de cette Assemblée sur l'échelle massive et les causes profondes de ce problème. Je consacrerai mon rapport de 2025 devant le Conseil des droits humains au mois de juin à l'analyse du phénomène des migrants disparus par le prisme des droits humains. Je proposerai des recommandations spécifiques, y compris sur le plan des principes. Depuis 2014, 75 000 personnes au moins ont perdu la vie ou ont disparu dans le cadre d'une migration vers une destination internationale. Et on compte dans ce nombre au moins 3 500 enfants. Pendant l'année 2023 seule, 8 540 personnes ont perdu la vie ou ont disparu. C'est le nombre le plus élevé rapporté depuis 2014. Et cela en traversant des mers, des jungles ou des déserts. La mer Méditerranée reste l'itinéraire le plus dangereux et il représente plus de 30 000 décès et disparitions pendant la dernière décennie, suivi des routes de la migration en Afrique, sur le continent américain, en Asie et en Europe. En l'absence de trajectoire de la migration qui soit légale et sûre, ou en tout cas en l'absence d'un nombre suffisant de ces routes, et en raison de politiques très restrictives, les migrants continuent de s'embarquer sur ces voyages dangereux, à la recherche de la dignité et de la sécurité. D'autres facteurs contribuent à la disparition des migrants, y compris des conditions météorologiques inclémentes, une absence d'abri, de nourriture ou d'eau, la maladie sans avoir accès aux soins de santé, des conditions de transport dangereuses, un manque d'accès à des moyens de communication, la séparation des familles, des refoulements ou des absences de capacité dans les opérations de recherche et de sauvetage ou des délais dans ces opérations, ainsi que la violence d'acteurs non étatiques ou de gardes-côtes ou de forces de l'ordre. Les migrants peuvent aussi disparaître à la suite d'enlèvements pour des raisons politiques ou autres, ou dans le cadre de la détention ou de processus d'expulsion, ou en conséquence d'un phénomène de traite ou de trafic, y compris en raison de collusion entre des agents des États et des groupes criminels organisés qui se livrent à la traite d'êtres humains. La militarisation, l'externalisation et la criminalisation de la migration amplifient les risques. Les pratiques de refoulement, la rétention des migrants, la séparation des familles et l'absence de routes migratoires sûres sont des facteurs essentiels qui contribuent à ces disparitions. Les décès et les disparitions de migrants suscitent de graves inquiétudes en termes de droits humains, notamment le droit à la vie, le principe du non-refoulement, l'interdiction des expulsions collectives, le droit à l'unité familiale et le droit à la vérité, à la justice et à la reddition de comptes. Certains migrants disparus
peuvent être victimes de disparitions, y compris des disparitions forcées. Le comité sur les disparitions forcées souligne que la principale distinction entre un migrant qui disparaît et un migrant victime de disparition, c'est la commission d'un crime contre ce migrant. L'absence d'informations sur le sort et le lieu où se trouvent les migrants disparus provoque une angoisse profonde chez les familles qui se retrouvent dans une situation d'incertitude prolongée. En outre, en recherchant la justice, les familles de migrants disparus rencontrent de nombreux obstacles, tels qu'un accès limité à l'information, des systèmes de données fragmentaires, un manque d'intérêt de la part des autorités pour mener des enquêtes, ou des processus juridiques et judiciaires compliqués, tous ces phénomènes pouvant être aggravés par des difficultés psychosociales et financières. Il est important de relever que la responsabilité des États, et dans certains cas la complicité dans la disparition de migrants, est un autre problème qu'il faut traiter. Les États ont tendance à prioriser la sécurité des frontières par rapport à la sécurité des êtres humains. Et ceux qui voyagent de manière irrégulière se voient souvent privés de leurs droits humains et deviennent invisibles pour les systèmes de justice. Certaines disparitions constituent des disparitions forcées, là où les États sont directement ou indirectement responsables. Lorsqu'ils n'enquêtent pas ou lorsqu'ils ne fournissent pas d'assistance, ces États peuvent être complices au titre du droit international. Enfin, l'impunité est une préoccupation de taille. Les auteurs, y compris des acteurs étatiques, sont souvent impunis. Le fait de ne pas identifier les lacunes, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs, surtout lorsque des acteurs gouvernementaux sont impliqués, signifie qu'il y a une impunité pour ces crimes contre les migrants, ce qui contribue à ce chiffre croissant des migrants qui décèdent ou qui disparaissent. Des politiques publiques efficaces pour prévenir et traiter les cas des migrants disparus sont essentielles pour répondre aux préoccupations que je viens de décrire. Et je suis heureux d'être ici présent à cette conférence avec des parlementaires des États membres du Conseil de l'Europe pour débattre de ces questions. Étant donné la nature transnationale de ce phénomène, il est essentiel que les États assument une responsabilité nationale et collective pour préserver les vies de tous les migrants et empêcher les décès de migrants et leur disparition. Des lacunes dans les cadres internationaux et nationaux, tels que le manque de coopération parmi les pays d'origine ou entre les pays d'origine, de transit et de destination, une collecte de données médiocre et des procédures de recherche ou de médecine légale inadéquates, ainsi que des obstacles à l'accès à l'aide humanitaire, tous ces phénomènes sont des problèmes de taille et les États doivent s'engager à coopérer au plan international pour sauver des vies et empêcher les décès et les blessures des migrants. Permettez-moi aussi de mettre en lumière les conséquences sur les familles des disparus. Les familles souffrent d'angoisse profonde, de difficultés économiques et manquent d'un statut juridique, étant donné que ces personnes ne sont pas officiellement reconnues. Et ce sont surtout les femmes sur lesquelles pèse ce fardeau, à la fois affectif et économique, et les enfants souffrent aussi des conséquences de ce phénomène en termes psychologiques et du point de vue de leur développement. Chers collègues, chers délégués, j'aimerais évoquer deux catégories de grandes politiques
qui pourraient être adoptées. D'abord, les politiques qui contribuent aux disparitions des migrants doivent être identifiées. Et deuxièmement, les politiques qui sont recommandées pour empêcher les disparitions et protéger les droits des migrants. La première catégorie, les pratiques des États ou les lois qui contribuent au risque que les migrants disparaissent, y compris par le biais de disparitions forcées. Il y a le contrôle des migrations militarisées, l'emploi de forces militaires ou de sociétés privées aux frontières, les refoulements et l'absence d'opérations de recherche ou le débarquement, des accords d'expulsion avec des pays tiers dénués de garanties ou des détentions non officielles, y compris parfois dans des lieux tenus secrets. Il y a ensuite les politiques d'immigration restrictive, l'absence de routes de migration sûres, qui signifie que les migrants empruntent des routes dangereuses, une discrimination au visa, la criminalisation des entrées irrégulières, même lorsqu'il y a des besoins humanitaires qui ont été identifiés. Ensuite, les pratiques de rétention des migrants, sans contrôle judiciaire ou sans contact avec leur famille, la rétention d'enfants ou la séparation des familles ou le transfèrement de personnes ainsi retenues sans enregistrement ou notification. Ensuite, l'absence d'enquête ou d'identification, l'insuffisance des capacités de médecine légale, le fait que les corps des migrants ne soient pas récupérés ou qu'ils le soient avec retard, le fait qu'ils ne soient pas identifiés, les enterrements de masse sans procédure d'identification. Ce n'est qu'en identifiant ces différentes défaillances dans les approches nationales et régionales vis-à-vis de la migration qu'on pourra mieux protéger les droits humains des migrants et empêcher leur disparition. Les politiques adoptées doivent mettre l'accent d'abord sur la prévention et la protection, deuxièmement sur les recherches, le sauvetage et les enquêtes, troisièmement l'établissement des responsabilités et les recours, et quatrièmement le soutien à l'action humanitaire. À cet égard, je recommande donc que l'on passe à une approche fondée sur les droits, en mettant moins l'accent sur les aspects sécuritaires et en ayant moins recours à la rétention, surtout la rétention des enfants, qu'il faudrait interdire tout court. Il faut aussi étendre et promouvoir les routes légales et défendre le principe du non-refoulement. Il faudrait également améliorer le partage de données entre les pays, fournir des ressources adéquates pour les opérations de recherche et de sauvetage et enquêter immédiatement en cas de disparition, cela grâce à des moyens adéquats. Il faut aussi prévoir des moyens de recours pour les victimes et leurs familles. Il y a donc fort à faire. Cependant, il faut commencer par des politiques de réparation pour les victimes, politiques sensibles au genre. Il faut aussi un soutien psychologique. Enfin, il faut aussi traiter un phénomène récent qui est le ciblage des travailleurs humanitaires. Les États doivent décriminaliser l'aide humanitaire apportée aux migrants et permettre le fonctionnement en toute sécurité des ONG et de la société civile aux frontières et dans les lieux de rétention. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Madi, pour vos points importants qui rappellent avec force et conviction à quel point il s'agit évidemment d'un problème et d'une question planétaire et à quel point nos institutions que sont les Nations Unies et le Conseil de l'Europe défendent et portent des valeurs et des principes communs
sur l'ensemble de la planète. Je passe tout de suite la parole à Madame Julia Black du projet Missing Migrants. Je vous demanderai d'essayer de bien vouloir vous tenir au temps des 10 minutes allouées par personne pour qu'on puisse tenir le timing de l'après-midi. Je vous remercie. Et prendre les questions également après votre intervention, Madame Black. Merci. Thank you, Monsieur. Merci, Monsieur Fernandez. Monsieur Madi également. Merci d'être présent aujourd'hui. Au nom de l'OIM et en particulier pour quelqu'un qui travaille sur la question depuis plus de 11 ans, félicitations à la PCE pour ce rapport sans précédent, résolution et recommandations sur le sujet. Et merci d'avoir organisé cette conférence qui, je pense, d'après ce que je sais, c'est la première fois que les décideurs européens se réunissent à ce niveau sur cette question. Vous voyez qu'il y a des diapositives. Je suis la personne chargée des données dans la salle. J'ai quelques diapositives, mais avant de me lancer, je voulais donner le contexte. Qui suis-je et ce que nous faisons à l'OIM. Je coordonne le projet Migrants disparus qui a documenté les personnes disparues dans le monde depuis 2013, identique à ce qui a été dit tout à l'heure. Ce projet a surgi suite à l'année 2013 où il y a eu énormément de décès suite au fait que des navires ont sombré. Il faut aussi rendre visible cette question en documentant le nombre minimum de migrants disparus, le nombre de décès que nous pouvons confirmer. Et sans ces données, j'ai bien peur que la question pourrait disparaître également dans le discours public, puisque certains éléments ne seraient pas enregistrés et ne seraient pas remarqués dans ce discours public. Cette diapositive, vous la voyez maintenant, je pense, date de la semaine dernière, outre ce que vient de dire M. Madi. Concernant la fin 2023, j'ai de l'eau, je vous remercie. Nous avons maintenant enregistré 75 000 décès au total. Et ce qui est clair, je pense, c'est une question qui touche les États du Conseil de l'Europe directement, mais au-delà de cela, les pays avoisinants également, les frontières extérieures de l'Europe, où la situation est encore plus grave. Au total, nous avons enregistré 10 000 décès dans les eaux territoriales et les États membres du Conseil de l'Europe, dans des États autour de la Méditerranée, y compris les États avoisinants. Alors là, il faut parler de 40 000 décès, les 2/3 des données que nous avons documentées dans le monde. Ce qui est remarquable également, c'est que ces décès sont en augmentation depuis 2020. La mobilité a été arrêtée à cause du Covid. Nous avons vu une augmentation d'année en année, comme l'a dit Madi, en 2023, record 2024, record à nouveau, avec plus de 9 000 décès enregistrés pour la première fois dans l'histoire. C'est une tendance terrible et cela montre qu'aucun décès ne devrait avoir lieu du tout. Parler d'une augmentation, c'est terrible, mais le contexte, c'est que l'on peut empêcher ces décès et dans un monde idéal, il n'y aurait pas 10 000 ni 40 000 décès, mais 0 décès. Avant de nous perdre dans les méandres d'une fausse idée des chiffres qui sont très concrets parfois, nous enregistrons des chiffres de migrants disparus d'une manière très conservatrice. Il y a d'autres manières de disparaître pour ce qui est des migrants qui ne sont pas nécessairement décédés. Et je souhaitais mettre en exergue le message de ce tableau. Il s'agit d'une question européenne. Et l'augmentation de décès d'année en année est une question grandissante également. Ici, vous verrez
un aperçu du rapport annuel qui sera publié la semaine prochaine. Si cela vous intéresse, avec le QR code, vous pourrez le consulter. Nous nous concentrons sur les tendances des données de 2024 avec des chiffres de décès sans précédent dans la plupart des régions du monde, mais cela nous permet de regarder de manière rétroactive à ce qui s'est avéré être des liens très forts entre la crise humanitaire et un certain nombre de décès ont lieu en Libye, plus de 40 000 décès dans des pays touchés par les crises, c'est plus de la moitié du total mondial, et vous pensez bien que, au vu de la situation dans ces pays, le manque d'accès, les difficultés de différencier un décès de migrants d'un décès d'une autre personne morte suite à une catastrophe naturelle, c'est difficile. Et il y a eu 40 000 dans les pays en crise, mais 19 000 personnes sont décédées et les pays d'origine étaient des pays en conflit. Il y a des Afghans, des personnes, des Rohingyas du Myanmar, notamment dans notre base de données, qui sont décédés. Voilà la réalité de la situation. La moitié de toutes les personnes dont nous avons enregistré les décès comme non identifiés, pas de pays d'origine, et c'est tout à fait probable que ces personnes qui fuient des crises, eh bien, ne sauront probablement pas être enregistrées. Donc ils sont surreprésentés ici. Une fois de plus, la semaine dernière, le message, c'est que oui, la question est une question européenne grandissante, mais c'est une question humanitaire avant tout. Passons donc aux données qui fournissent le contexte intéressant. À l'OIM, nous essayons de plus en plus d'offrir des solutions et des stratégies avec nos collègues du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge et du HCR. Nous développons des recommandations développées par le secrétaire général en décembre dernier. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout cela, car vous pouvez les voir en ligne, et parce qu'ils ont quelque chose en commun avec les recommandations avancées par le Conseil de l'Europe l'année dernière également. Je voulais souligner ce qui est pour moi ce qui découle de cette recommandation pour les États membres. La première chose serait de nommer un point focal national, d'une part. C'est un travail très important pour assurer la coordination transnationale pour ce qui est d'identifier les personnes disparues ou coordonner les opérations de sauvetage. En outre, Julian Palka a aussi parlé de cela. Le fait qu'il y ait eu un processus d'identification lorsque le navire dont il a parlé a sombré, c'est une réussite et c'est un processus qui fonctionne dans la plupart des États européens, mais qui ne s'applique pas nécessairement lorsqu'il y a effectivement un bâtiment qui sombre. Chaque pays pourrait mettre en œuvre très rapidement des activités pour avoir un impact majeur. Voilà la fin de mes diapositives, mais simplement pour résumer, je pense que, ayant travaillé depuis très longtemps sur ce projet, je pense que nos données, très sincèrement, font partie de la résolution de la crise, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. L'OIM, de plus en plus, essaie d'opérationnaliser les conclusions des données de ce projet Migrants disparus, mais nous avons besoin des États. La vision stratégique de l'OIM est de sauver des vies, c'est la première priorité. Nous travaillons sur un certain nombre de processus. Je suis ici avec vous aujourd'hui, mais il y a le processus de Khartoum et de Rabat. Nous allons développer des orientations cette année et nous avons lancé ce que l'on appelle l'incubateur relatif aux migrants disparus. Il s'agit
de tirer parti de notre présence sur le terrain dans de nombreux pays et de fournir une réaction opérationnelle pour des questions liées aux migrants disparus, mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin du soutien des États et de chacun d'entre vous dans cette salle pour mettre un terme à cette tragédie. Il s'agit d'une question européenne, d'une question humanitaire, et j'ai bien peur que si nous n'agissons pas maintenant, la problématique continuera de croître. Merci. Well, honorable member, Chers collègues, chers amis, je suis Tarek Bran et j'ai l'honneur d'être président du comité du 3 octobre. C'est avec un sentiment d'humilité profonde, mais avec un sentiment de devoir encore plus important que je vous parle aujourd'hui dans ce palais de l'Europe qui symbolise le cœur et la conscience de l'Europe. Mais je commence en vous remerciant pour cette invitation, mais surtout pour cette occasion de mettre sur la table aujourd'hui un thème qui, pendant bien trop longtemps, est resté aux marges du débat institutionnel, c'est-à-dire l'identification d'un migrant qui meurt aux frontières de l'Europe. Voir que cette question est enfin reconnue et abordée dans le cadre du Conseil de l'Europe est un signal important, un signal qui va au-delà du simple symbole. C'est une reconnaissance qu'en parallèle des droits des vivants, il y a également un devoir aux défunts, aux décédés, de restaurer leur nom, d'honorer leur histoire, de restituer la dignité à ceux et celles qui l'ont perdu dans la vie, mais également dans la mort. C'est un devoir qui n'est pas abstrait, c'est un devoir qui est moral, c'est un devoir qui est légal ou juridique, et c'est urgent. Comme ce Conseil lui-même a affirmé dans sa résolution 2569 de 2024 et dans la recommandation 2284 également de 2024, la coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques est essentielle si nous voulons protéger les droits et les dignités de tous, vivants ou morts. Le comité du 3 octobre est né de ce devoir, ce sentiment d'obligation, mais également de la souffrance. Il est né de l'horreur de naufrage au large de Lampedusa en 3 octobre 2013, quand 368 personnes, des femmes, des hommes, des enfants ont péri. Donc le comité est né de la nécessité de ne pas oublier, de restituer, ne serait-ce que symboliquement, un visage, un nom, une histoire. Parce qu'aucun être humain en vie ou dans la mort devrait pouvoir disparaître dans le néant et rester sans identité. Ce qui a commencé donc un devoir de mémoire, bientôt est devenu une mission politique, culturelle, humanitaire. Nous travaillons avec des jeunes, nous luttons contre l'inertie institutionnelle et on attire l'attention à une vérité qui est peu commode. La crise n'est pas seulement humaine, elle est systémique. Pourquoi est-ce que cette lutte nous importe si profondément? C'est parce qu'on n'a pas le luxe de l'indifférence. Maintenant, en Europe, il y a des milliers de migrants qui gisent sans nom dans des fosses communes, dans des cimetières isolés, dans des dossiers qui ne communiquent jamais entre eux. L'absence d'un certificat de décès n'est pas seulement dévastatrice pour des familles, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à des documents juridiques ou des documents officiels, donc difficile de régler des questions d'héritage, de succession. Les familles qui ne savent pas si faire le deuil ou continuer à rechercher, elles sont, ces familles, emprisonnées dans une attente sans fin. Pourquoi est-ce que cela s'est produit? Soyons honnêtes, c'est parce qu'il y a 2 points et 2 mesures. Lorsqu'un citoyen européen meurt dans des circonstances mystérieuses, y compris lors d'un naufrage, il y a des systèmes qui se mettent en marche, il y a des enquêtes qui démarrent, il y a des familles qui reçoivent de l'aide, un soutien, il y a une recherche de la justice pour obtenir justice, mais lorsqu'un migrant meurt, un dossier est souvent fermé avant
même d'être ouvert. Un corps devient personne, une famille devient personne. Il ne s'agit pas uniquement d'un échec moral. C'est un échec juridique et civil, une trahison des valeurs mêmes de l'Europe. Et pourtant, en dépit de peu de ressources à disposition, il y a de l'espoir. Avec Labanov, le laboratoire d'anthropologie et odontologie de médecine légale à l'Université de Milan, et avec le travail sans relâche de beaucoup d'organisations qui travaillent sur le terrain, nous avons fait que l'impossible devient possible. Nous avons pu identifier des dizaines de victimes, nous avons tracé des familles à travers plusieurs continents, nous avons collecté et regroupé des données anté-mortem et post-mortem. Nous avons mis des noms sur des pierres tombales anonymes comme Weldou Robel, dont la tombe en Sicile ne portait pas de nom pendant 11 années. Je pense également à Rahel, qui, pendant notre journée annuelle de la mémoire et de l'accueil à Lampedusa, a découvert que sa sœur Dina était morte lors du naufrage de 2013. Donc elle a pu retrouver sa sœur, dire adieu, commencer sa propre guérison. Mais il reste beaucoup d'autres noms. Wahid, Refat, Hatim, dont les familles attendent toujours et recherchent toujours. J'aimerais savoir l'histoire d'Asahil. So I came here to find her body for my niece. Dina Funot, her name. Then she lived in Eritrea. When she's left from back home, she didn't tell us anything. Then when she's going in Sudan, we know about that. She's in Sudan after 3 weeks. When she's going to Libya, she's calling me, I'm in the Libya. But I don't know. I said, what are you doing? You know, I'm going. Okay. When I see, I didn't ask her anything, but I want to ask her one question that time. How you swim in that, if you go that by boat? That's I say that, because we know this, it happened. So, no, it's fine. I want to try it. So, she's the last one I speak to her this before 2 days when she's the boat. All of them, they survived. They know her. Okay. So I called for one, our friends, her brother, he's survived. So I was asking him, do you know about this, anything about Dina? He didn't tell me, he don't want to tell me then that time. No, just tell me please, I need to know. They didn't find her body. I mean, that time, I want to ask because they watch them for everyone, and they didn't give you proper information, you know. But you need to find by yourself to contact like Tarek or someone else. But you can find easily to find the information. Let us be clear. Soyons clairs, ceci ne peut pas rester à la charge de la seule société civile. Nous ne pouvons pas permettre l'identification de restes humains dépend de la passion de bénévoles. Il s'agit d'un devoir qui incombe aux institutions, aux États et à l'Europe. C'est pourquoi, le 10 avril, nous avons présenté une proposition conjointe, concrète, au Parlement européen, rédigée avec Azji et Labanov, afin de créer un système européen pour l'identification de migrants décédés. Il y a 5 demandes clés dans notre proposition.
Premièrement, l'harmonisation de procédures nationales pour l'identification de personnes décédées. Deuxièmement, une base de données centralisée en Europe pour recouper des données post-antemortem. Troisièmement, un organe dédié en Europe pour les personnes portées disparues. Quatrièmement, un hub de soutien national pour les familles concernées. Et cinquième demande, il faut garantir des enterrements, inhumations individuelles, traçables et dignes. Cette proposition est à la fois l'aboutissement d'années de lutte et de plaidoyer et point de départ pour une action concrète, puisque maintenant nous vivons dans un vide juridique. Un vide où il n'y a pas de normes contraignantes. Et ainsi, toute responsabilité est évitée. Chaque État procède différemment ou ne procède pas. Chaque jour, les droits des familles sont niés en raison de l'inaction ou de silence. Nous savons qu'il y a des instruments qui existent en soft law, donc des instruments non contraignants, et nous savons que beaucoup de constitutions au niveau national comportent des garanties procédurales pour les défunts et leurs familles. Et pourtant, lorsqu'un défunt est un migrant, trop souvent, ces protections, donc ces garanties constitutionnelles sont ignorées. Ce que nous demandons n'est pas un rêve. Ce que nous demandons, c'est la justice. Une obligation morale doit devenir une obligation juridique. Je conclus non simplement avec un appel, mais avec plutôt une image. Imaginez une mère quelque part en Érythrée, en Syrie ou en Afghanistan, qui n'a pas des nouvelles de son fils pendant des années. Aucune confirmation, aucun lieu de sépulture, pas de confirmation, un nom et le silence. Et chaque fois qu'on frappe à la porte, son cœur accélère, elle ne peut pas faire le deuil, elle ne peut pas aller de l'avant, elle ne peut guère respirer, elle attend. Elle attend. Mais nous devons à elle et à des milliers comme elle de rompre le silence, de mettre un terme à son attente. Nous allons continuer avec notre travail, avec la même passion, avec la même détermination, mais on a besoin de vous, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de cette assemblée pour être non pas témoin, non pas pour témoigner, pour être partenaire, pour aller de l'avant avec ce travail, pour soutenir la proposition présentée déjà au Parlement européen, pour créer un échange de données et pour promouvoir le dialogue entre États et pour faire des principes, des procédures et de convertir des promesses en actions. Nous ne pouvons plus accepter une Europe où des milliers disparaissent, sont laissés de traces. Nous ne pouvons plus abandonner les personnes qui les aimaient, leurs proches. L'Europe a les outils. Maintenant, il s'agit de trouver la volonté politique et le courage. C'est maintenant qu'il faut agir. Désolé pour mon anglais, dit M. Brand, mais cette journée est si importante pour moi. Je pense qu'il va falloir travailler ensemble. On parle beaucoup de ces questions, mais on voit en même temps ces 2 points et 2 mesures. Mais je voulais souligner l'importance de l'absence d'une base de données en Europe centralisée. En Italie et à Malte, si vous demandez les chiffres des décès, ces chiffres n'existent nulle part. Donc, avoir une base de données centralisée est vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brand. C'était très clair. Et vous avez raison, c'est aux institutions, c'est aux États de mettre en œuvre les mêmes mécanismes lorsque des naufrages ont lieu, quelle que soit la provenance
de l'embarcation. Et cela nous oblige d'autant plus, nous autres en tout cas parlementaires, de nous adresser à nos États respectifs, au pouvoir en place dans les États membres du Conseil de l'Europe, et faire en sorte que ces principes, oui, soient retranscrits dans la loi et que ce double standard inacceptable n'ait plus lieu. Merci beaucoup pour avoir présenté les travaux précieux du comité du 3 octobre. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Florian von Koenig, chargé du plaidoyer au niveau international de l'Agence centrale de recherche des personnes disparues du CICR. Merci à vous. Thank you. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci aux intervenants précédents et notamment à Tarek pour votre description de la situation de la mère qui ignore le sort de son enfant. C'est vraiment ce que l'on rencontre dans de nombreux endroits dans le monde. Et ce que vous avez décrit, c'est exactement ce qui se passe et c'est ce qui doit nous encourager à agir, en définitive. Merci donc. Merci aussi à Julian Palke et bien sûr à l'Assemblée parlementaire pour avoir préparé et adopté l'un des instruments les plus complets en la matière. Il n'est peut-être pas contraignant, mais il est extrêmement riche en recommandations. Je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs textes dont on dispose au plan international dans ce domaine. Je suis plutôt un optimiste, depuis 6 ou 7 ans que je travaille sur ce sujet. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a 6 ou 7 ans, cette réunion n'aurait pas été possible. Donc, félicitations à vous d'avoir réuni autant de parties prenantes, gouvernements, parlements, acteurs internationaux, familles, toutes ces personnes réunies dans une salle. C'est tout à fait remarquable. Et j'espère que nous pourrons saisir au mieux cette chance qui nous est donnée. Le CICR n'encourage pas ou ne décourage pas la migration. Pour nous, c'est un phénomène qui a des conséquences humanitaires, tout simplement. C'est cela qui nous intéresse. Et ces conséquences rentrent dans le champ de notre mandat pour 2 raisons. D'abord, comme l'a dit Julia, il y a le fait que beaucoup de migrants disparus sont liés à des situations de conflit parce que ces personnes peuvent provenir de zones de conflit ou alors elles peuvent disparaître dans des pays qui sont touchés par un conflit. C'est un facteur très important. Et puis, par ailleurs, depuis tout le début de l'histoire du CICR, nous avons toujours travaillé sur le sort des personnes disparues partout dans le monde. Nous avons 190 sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. Nous travaillons dans des situations de conflit, migration, des situations de post-catastrophe. Nous avons accumulé beaucoup de connaissances qui sont d'ailleurs tout à fait transférables dans d'autres contextes. Nous avons entendu les chiffres. Les chiffres sont tout à fait vertigineux, mais l'échelle du phénomène, ce n'est pas la seule mesure de sa gravité. Pour un migrant disparu qui est vivant, il faut quand même le dire, tous les migrants disparus ne sont pas forcément décédés. Ils peuvent être en rétention, en détention, ils peuvent se cacher. Ça peut être des enfants, des mineurs non accompagnés qui ont perdu le contact avec leur famille. Donc là, se pose la question de la protection. Lorsque les migrants disparus sont décédés, c'est une affaire de dignité, n'est-ce pas, pour les familles. L'impact est énorme, l'impact psychologique de ne pas savoir le sort de ses proches, l'impact économique lorsque c'est la personne qui faisait bouillir la marmite qui a disparu. Il y a un énorme impact sur les familles, un gros impact social. Cette conférence cherche à donner un élan aux efforts qui sont faits pour appliquer la résolution. Je voudrais donc très brièvement partager avec vous quelques idées de la perspective du CICR, acteur humanitaire, dans 3 domaines. D'abord, qui, ensuite quoi et ensuite comment. Je vais répéter beaucoup de choses qui ont déjà été dites, ce qui est une bonne chose en réalité, parce que ça veut dire que nos idées convergent et nos recommandations convergent. Première question donc, qui doit agir ?
le fait que 4 des intervenants ici aujourd'hui représentent des organisations internationales ou non gouvernementales, ça peut donner l'impression que c'est un problème qui peut être traité par des acteurs non étatiques. Mais en réalité, c'est faux. C'est d'abord une affaire d'obligation étatique. Il faut des capacités que seuls les États possèdent. On ne peut pas remplacer les États. Donc le CICR ou d'autres organisations non étatiques ne peuvent pas procéder à l'identification des migrants disparus. On n'a pas accès aux bases de données en matière de migration, on n'a pas accès à des données sur la détention. Et on ne peut évidemment pas modifier des politiques ou des pratiques qui aggravent le risque que les migrants disparaissent. Mais ce que nous pouvons faire, c'est fournir des conseils et fournir une expertise. Et nous le faisons, par exemple, pour les pratiques de médecine légale ou les systèmes juridiques. Nous pouvons faciliter la coopération entre les États. Nous pouvons servir d'intermédiaire aussi, c'est une fonction importante, intermédiaire entre migrants et leurs familles, et aussi aider les États. Et c'est un problème d'ailleurs qu'il y ait souvent un manque de confiance dans les autorités étatiques. Et là, nous pouvons aussi servir de passerelle. Ensuite, deuxièmement, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons déjà dit, la réponse doit porter sur la prévention, la recherche, l'identification et répondre aux besoins des familles concernées. Il faut le reconnaître, beaucoup des disparitions sont évitables. La plupart d'entre elles sont évitables. Le fait que les migrants disparaissent est souvent la conséquence directe ou indirecte de politiques migratoires ou de pratiques de gestion des frontières. Alors que les politiques sont de plus en plus restrictives, les migrants doivent opter pour des routes et des trajets de plus en plus dangereux. En matière de recherche et d'identification, eh bien, il faut des mesures au niveau national et transnational. Tous les migrants disparus ne sont pas morts, je l'ai déjà dit. Les stratégies de recherche doivent en tenir compte. Quand on parle de la recherche de migrants disparus, il peut s'agir de personnes dont il faut identifier le corps, mais souvent ce sont des familles qui recherchent des individus. Alors on ne commence pas forcément par devoir identifier un corps. Parfois, vous avez des dizaines de milliers de familles qui attendent des conseils, qui attendent un soutien dans les pays de transit ou de destination. Les efforts qui sont faits pour identifier les corps requièrent des coopérations entre, par exemple, une municipalité, les gardes frontières, les autorités médicales, judiciaires. Il faut une centralisation de l'information au niveau national. Et bien sûr, les familles touchées doivent être soutenues. Elles ont des informations critiques pour identifier une personne. On ne peut pas identifier quelqu'un, généralement, si on n'a pas d'informations de la part des familles. Il est aussi important de reconnaître que les familles peuvent se trouver dans les pays d'origine, mais les familles sont parfois elles-mêmes des personnes migrantes. Elles peuvent être dans un pays de transit, dans un pays de destination. Et évidemment, tout cela doit être pris en compte si l'on veut vraiment pouvoir soutenir les familles. Ces personnes ont peut-être perdu la personne qui gagnait de l'argent dans la famille, et dans beaucoup de cas, vous avez peut-être une épouse qui n'a plus son mari et qui n'a plus l'autorité sur ses enfants, ou qui n'a plus accès, par exemple, à ses biens. Il y a toutes sortes de difficultés tout à fait concrètes qui ne sont pas toujours difficiles à régler avec des mesures juridiques ou administratives. Ensuite, troisième question, comment traiter le sort des migrants disparus et de leurs familles suppose toute une série de défis. Certains sont simples et d'autres très complexes. Mais ce qui est important, je crois, à comprendre, c'est que nous savons aujourd'hui quoi faire. N'est-ce pas? Ça n'est pas qu'on ne sache pas du tout quoi faire, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui savent quoi faire. Donc le problème, ça n'est pas de savoir quoi faire, mais c'est la question de la volonté politique, la question des ressources. Inutile de dire qu'il y a... Enfin, on a déjà parlé de ce problème des 2 poids et 2 mesures. C'est une réalité tout à fait
concrètes. En matière de prévention, nous savons que la répression n'est pas utile pour faire baisser le nombre de migrants, et notamment de migrants disparus. Il faut une approche humanitaire qui tienne compte des vulnérabilités des migrants. Très souvent, malheureusement, on voit des États qui font valoir que des approches d'interdiction seraient une manière utile de traiter la migration. Mais l'interdiction et la répression sont des solutions pour certains problèmes, mais quand il s'agit des migrants disparus, il faut une approche humanitaire. En matière de recherche et d'identification, eh bien, cette réunion, je crois, rassemble beaucoup d'experts en la matière, c'est important de le reconnaître. Nous avons des représentants de l'équipe d'anthropologie de médecine légale de l'Argentine qui a constitué des bases de données nationales avec l'ADN des familles qui cherchent leurs proches disparus en Amérique centrale. C'est tout à fait efficace, cela a été prouvé. Donc il y a des modèles qui fonctionnent dans d'autres pays et qui peuvent servir d'inspiration pour les États membres du Conseil de l'Europe. Il y a des praticiens de la médecine légale ou du droit qui peuvent aussi identifier les défaillances dans leur pays. Nous avons des experts d'identification des victimes, y compris des victimes de catastrophes naturelles, mais qui ont des techniques. Il y a des représentants des sociétés de la Croix-Rouge qui permettent aussi de restaurer les liens familiaux. Donc nous avons beaucoup d'expertise. Sur la question très importante de la coopération transnationale, on a déjà parlé du processus de Rabat qui réunit 57 pays d'Europe et d'Afrique et qui a mis sur pied un réseau de points de contact nationaux sur les migrants disparus dont plusieurs sont représentés ici aujourd'hui et qui viennent non pas seulement de l'Europe mais aussi de l'Afrique. Et c'est essentiel. On ne peut pas parler des migrants disparus si on ne travaille pas avec les pays d'origine et les pays de transit qui doivent participer au débat. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a la Suisse et la Gambie, par exemple, qui sont deux pays qui ont été moteurs. Nous avons là une concrétisation d'une des recommandations de la résolution. Et nous espérons vraiment que cette réunion pourra aussi servir à renforcer le concept des points de contact et pour réfléchir à la façon de rendre plus opérationnels les contacts entre justement les points de contact. Pour conclure, quelle est la question la plus importante? Elle a déjà été évoquée. Il faut collectivement nous demander si nous pouvons normaliser le fait que des dizaines de milliers de personnes meurent ou disparaissent et continuent de le faire aux portes de l'Europe ou même à l'intérieur de l'Europe. Sur le plan juridique, moral et du point de vue de notre humanité partagée, il n'y a qu'une seule réponse. Les parlements et les gouvernements dans les pays membres du Conseil de l'Europe ont un rôle essentiel à jouer et cette conférence est une occasion unique pour réfléchir sur le plan stratégique à ce qu'on peut faire. Je voudrais le réaffirmer, le CICR, avec notre longue expérience et notre présence mondiale et les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partout dans le monde peuvent être des partenaires importants dans ce domaine et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous tous. Merci. Merci, Monsieur von Koenig. Vous avez raison de souligner que les bonnes pratiques existent. On sait comment faire. Les textes également existent. Les conventions dont nous sommes toutes et tous, en tout cas nos États membres signataires pour ce qui est de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il s'agit que nos États membres respectent leurs engagements et que ces bonnes pratiques qui existent eh bien, soient enfin mises en œuvre. Et cette conférence aujourd'hui et demain permet aussi de mettre en lumière ce problème qui est politique au plus haut point et que nous puissions avancer dans le bon sens. Je